welcome to this panel on Syria. I have the job to try to create a lively discussion within the next hour. And this is why we will quickly just introduce the panelists here. And I would always welcome you to, after they made all their statements, to really raise your hand when you have questions, because I want this to be like an interactive panel discussion here. So let's start with the lady to my left. I'm very happy to present Randa Kassis to you. She's the president and founder of the Movement of the Pluralistic Society. She's from Syria, but she's living right now in France. Next to her, we have Senan Florencer. He is a diplomat, but also the managing president of IEMED from Spain. Next to Mr. Florencer, we have François Bourgat. He's a political analyst and author from France. Then Hasni Abidi, the director, he's actually a professor at the university from Geneva, welcome. And Mark Allenbogen, who wasn't mentioned in the program, but I'm very glad that he was able to join us. Mark is a political advisor and also security advisor for the Democratic Party from the United States of America. Well, since we are going to talk about Syrians, about people who are refugees and so on, we thought it might be a good idea to show you some images to start with, which have been filmed 2 months ago. I was actually at the Syrian-Jordanian border for 4 months, and we thought it would be a good idea to show you how does it look like for people, Syrian refugees, who are living in Zaatari, which is now basically the third largest city of Jordan. So please, if we could start the film. الثورة السورية مما دفع نتناول قهوتنا على الصباح وبنشوف خدمنا والمجتمع الدولي طبعا تواطأ على الثورة السورية. انبسطنا وزعلنا بالضربة، انبسطنا وزعلنا. في لنا أهلنا بالداخل بعدهم، قسم من أهلنا بالداخل، وفي بنتي حتى هناك بعدها هي وبناتها وأولادها. وبنفس الوقت قلنا بدنا نخلص، شو ما كانت الظروف، شو ما كان الثمن، بدنا نرجع لبلادنا لأن تبهدلنا برا. Thank you very much. Just to give you a couple of numbers here, there are 120,000 people living in this refugee camp. 60,000 are children under 18 years old, and only
approximately 15,000 out of these 60,000 are able to go and visit a school. Ms. Cassis, you are from Syria. What do you feel when you see these kind of images? Certainement, il y a de tristesse quand je regarde ces images-là. Et je crois que pour cette raison aussi, nous devons agir. Agir, ça veut dire relancer le processus politique. Je me rappelle très bien, sur cette tribune-là, il y a un an, j'étais ici, il y avait un autre Syrien qui était de la coalition nationale syrienne, qui voulait, ou plutôt qui poussait et qui était pour l'armement. Et je me rappelle très bien, il y a un an, je l'ai dit, il n'y aura pas de solution militaire. Et voilà, nous avons perdu un an. Nous avons plus de victimes, plus de destruction et plus de réfugiés. Alors, pour alléger la souffrance du peuple syrien, je crois que le seul moyen aujourd'hui, c'est de relancer ce processus politique et soutenir la conférence de Genève II. C'est un pas en avant et je crois que la réponse est, pour alléger ces souffrances-là, c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui. Thank you very much. Mr. Forenza, 5 minutes to you now for your opening statement. Geneva too was mentioned. Yes, well, I cannot but agree with what has been said by our fellow here. I would only say that it is not easy because of course, otherwise it would have been solved. It is not easy. I will try to enumerate why is it maybe so difficult so that we can better tackle how to handle it and which are the most possible dangers. And I think it is difficult because none of the parties has much interest in entering into a true negotiations because they are now in a battle of death and life, and everyone wants to assure the prevalence of its own interest, its own people, etc. No? And there is no point where they see that they can gain by through negotiation. And it happens, it is all the more complicated because there is not only one war but several wars at the same time. In order to distinguish it, I would distinguish in levels. There is first, in the first place, of course, the suffering of the people and the confrontation on the ground among the different parties, the regime and the oppositions, the Free Syrian Army and all other groups. Then there is a second level, the confrontation between the regional powers, of course, Sunnis and Shias, roughly, led by Saudi Arabia maybe, and other countries around, Qatar, etc., and on the other side of the Gulf, Iran mainly. And this reflects directly on the ground because they are supporting different groups according to their power interests in the region. And then there are the superpowers, so to say, members of the Social Security, the Security Council of the UN, Russia and China supporting the regime, the United States and the European countries supporting the opposition. Even at that level, even though that has been an agreement to avoid the danger of the chemical weapons, finally this issue has led to to victory. Yes, I'll finish. The victory of the regime and the Russian diplomatic victory of Russia mainly, and we have a danger of aggravation, of radicalization, and we have a danger of fragmentation of a country, a Libanization, each one of the factions controlling part of the territory, and then that would go
I hope not, but that might go through ethnic cleansing, each one controlling one part of the country. In order to avoid them, I think that we can put some pressure for this political course of things, and mainly the United States and Europe can put some pressure right now that they want to negotiate with Iran, and then the others who are financing the radicals, the states of the Gulf, mainly Saudi Arabia and Qatar, they should finance through the institutions co-participated and not finance the radical groups. Thank you. Thank you very much. You already mentioned some of the points we will discuss also further on. But François Burga, for all those of you who don't speak Arabic, I asked this woman, this was actually recorded during the time when there was still the plan of maybe attacking Syria or not after the whole chemical weapons discussion. And one of the reasons this woman said, actually, she just, they just want to finish the whole thing. They want to go home. They're fed up. And one of the reasons was that some of these people reported that in these kind of refugee camps, you had a lot of radicalization going on. The situation of women is very bad. You have a lot of recruiting ground there. And I know this is one of the things you're focusing on also in your work. How do you see the situation in Syria from the security point of view, or also in such refugee camps? Thank you so much for allowing me to be here. Allow me to go back before getting to the point, just summarizing my understanding of why the tragedy that the Syrians live is so long. And allow me, by the way, to switch to French. Why not? Je pense qu'il y a plus de gens peut-être qui sont intuitivement branchés en langue française. Pourquoi la tragédie syrienne est-elle si longue et si dure, alors qu'elle a commencé sur une base qui était relativement claire, universelle? Je l'ai vécu, j'y étais, j'y ai presque participé, ou moi j'ai observé, qui était une démarche protestataire, démocratique, universelle, transconfessionnelle, réunissant les gens de toutes les appartenances à la Syrie. La première des raisons qui a fait déraper le printemps syrien, c'est une cause structurelle, conjoncturelle et structurelle à toute la région arabe, c'est que lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore de l'expression libre des sociétés dans cette région du monde, il apparaît, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, des majorités ou en tout cas des forces politiques qui sont liées à l'islam politique. J'ai employé souvent l'expression, j'ai dit un train peut en cacher un autre. Derrière le train du premier printemps syrien, il y avait cette propension du paysage politique arabe à produire des islamistes, aussi bien dans les urnes que dans les champs de bataille. Donc nous avons eu une image de la protestation syrienne qui s'est lentement dégradée dans l'opinion publique internationale et qui a donné lieu à cette contre-performance de ceux qui ont soutenu, c'est la seconde grande caractéristique de la tragédie syrienne, ceux qui ont soutenu l'opposition ont fait une piètre prestation, alors que ceux qui soutiennent le régime sont unis, efficaces, ils vont à l'essentiel. Je veux bien qu'on me dise qu'il faut réduire l'option armement, mais alors disons-le pour tout le monde, l'option armement, elle a été celle qui a permis au régime, aidé par l'armement russe, aidé par l'armement iranien, aidé par les troupes libanaises, de se maintenir et de faire un usage excessif de la force. Dire on doit retirer l'option armement, oui, si on le fait pour les deux camps. Or, pour l'instant, on ne l'a pas fait pour les deux camps. La troisième raison qui a fait que je co-publie un livre la semaine prochaine qui s'appelle « Pas de printemps pour la Syrie ». Pourquoi ça a si bien tourné mal, c'est que cette propension des sociétés de cette région du monde à introduire une variable confessionnelle en faisant émerger des forces liées à l'islam politique, elle a été cultivée, aggravée, systématiquement instrumentalisée par le régime. C'est le régime qui a voulu la confessionnalisation de la crise et il y est parvenu. Il y est parvenu à l'échelle interne et il y est parvenu de façon très subtile, de façon très efficace, à l'échelon régional, en exportant les données de la crise sur une base politique. Poutine se fiche des Syriens, mais Poutine a bien envie de contrarier Obama.
Par contre, le Hezbollah libanais fonctionne sur une base sectaire, la communauté alaouite de Turquie se mobilise sur une base sectaire, l'Occident se désengage de la défense de l'opposition syrienne car il craint pour les minorités chrétiennes. Donc c'est cette, et je conclus là-dessus, c'est cette OPA qu'a réussi à faire le régime sur l'universalité de la demande à laquelle il était confronté, c'est sa capacité qu'il a eue à transférer sur le terrain sectaire, sécuritaire, une demande qui était démocratique et universelle, qui fait qu'actuellement, la prestation de l'opposition et de ceux qui la soutiennent est malheureusement moins bonne que celle du camp d'en face. You mentioned the sectarian tensions, which also is creating a problem for the whole region now. Professor Abidi, Geneva, you are in Geneva. Ms. Cassis mentioned Geneva 2. Do you see a hope now with Geneva 2? Is there a solution coming soon? Merci. Je suis moi aussi heureux d'être encore une fois ici à Tanger pour les MEDES qui constitue pour moi une opportunité très intéressante pour évoquer et accompagner les évolutions dans le monde arabe et aussi dans le monde, et avec bien sûr un regard que j'espère différent. Je suis citoyen genevois, mais je ne vais pas faire la promotion de Genève. Je ne vois pas comment Genève 2 va faire la différence, alors que la doctrine ou la référence essentielle de Genève 2 est Genève 1, avec ses 6 points intéressants. Qu'est-ce qui a changé pour que Genève 2 constitue plutôt un élan d'espoir pour les Syriens? J'ai fini par comprendre que, je pense, et j'espère me tromper, que la crise syrienne arrange beaucoup de monde, surtout les grands acteurs. La crise syrienne, finalement, c'est l'occasion d'épuiser tout le monde, d'épuiser le régime syrien, d'épuiser une opposition, en tout cas considérée par les Occidentaux comme une opposition néfaste, religieuse, d'épuiser le Hezbollah, mais aussi d'épuiser l'allié de la Syrie, de Hezbollah, à savoir les Iraniens. Donc finalement, pourquoi se précipiter à trouver une solution à une crise qui ne change pas grand-chose dans les dimensions régionales et dans, bien sûr, ces relations entre les États-Unis et les Américains. Je crois qu'on va s'acheminer plutôt vers un statu quo. Nous avons des échéances importantes. Le démantèlement de réseaux chimiques de la Syrie, 6 mois. Donc le régime a été réhabilité avec brio encore 6 mois. Et nous avons aussi les prochaines élections en Syrie. Donc je ne vois pas dans l'expérience, en tout cas dans les expériences historiques, un processus politique aboutir avec cette équation ni vainqueur ni vaincu. On négocie quand on sait qu'on est vaincu, mais on ne négocie pas quand on sait qu'on a encore des réserves et qu'on a encore des cartes et qu'on ne peut encore résister. Voilà le dilemme aujourd'hui de la communauté internationale, c'est comment ramener les deux parties à parler. Et si vous permettez, je parlerai bien sûr d'un point. Se focaliser sur Genève 2, c'est comme se focaliser sur le programme chimique et l'armement chimique du régime syrien. La question, elle est claire. La question, est-ce que le régime syrien est prêt à une transition pour le bien des Syriens sans la présence d'un symbole d'un régime, je ne dirais pas le régime, je ne dirais pas la communauté, mais d'un homme où on sait sa participation dans la transition politique souhaitée par les Syriens, elle est beaucoup plus négative que positive. Est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce que cette fois-ci, les Russes vont convaincre leurs alliés d'abandonner la partie dans Genève 2? Si le cas est différent, je ne vois pas vraiment Genève 2 comme une solution, ne serait-ce que probablement comme une dynamique de négociation et une dynamique de politique, mais pas comme la fin des souffrances du peuple syrien. Thank you very much, also for keeping the 5 minutes. Mark Ellenbogen, well, the United States, the superpower, has been mentioned several times now during these statements, and one of the statements of these refugees was actually based on the red line of President Obama, and one was wondering back then how many red lines do the United States have. But on the other hand, also Geneva 2 was mentioned, so what is the approach of the US, or what could be the solution now for the mess in Syria?
Well, first of all, the caveat is that I'm not speaking for the government or the Democratic Party, which I think you'd understand since I'm active in these things. First, just 2 words to my feelings about how the U.S. has conducted itself. First, I think the United States waited too long. There were entrees made 4 years ago by the Syrian government before the Obama administration, so I guess that's 5, in which there were attempts to move closer to the U.S. and to its policies, and the U.S. rejected those entrees. It is possible, not probable, that had the U.S. decided to accept those entrees, despite the fact that several thousand people had died, and I'm sorry for that, but it wasn't genocide at that point, if you want to call it that. Some people define it that way. Chemical weapons hadn't been used at that point. The Russians were prepared to support it, the Turks, so a more complicated dynamic developed. Red lines. Well, I think you know, Suad, that red lines and green lines and orange lines and whatever lines are crossed back and forth many times. So probably one should have used a different terminology instead of the word red line, but it was used, and I guess the answer is, of course, the U.S. was forced by the Russians after it declared that, and was in fact planning, and in the stages of planning, military operations to step back after the Russians treated the United States like students against a grand Russian chess master. And in playing their politics the way they did, the U.S. was forced to retreat, unfortunately, from my perspective. I think I agree that Geneva II is complicated because basically what are you talking about? People talk about the opposition. The opposition is 50 independent groups, many of whom disagree with each other, even amongst each other. So how are you going to have a negotiation when you're trying to figure out whom you're going to negotiate with? Whether the Syrian regime is ready for a positive transition, that was your question. I think there are people in the regime who want a positive transition, and I even think Assad wants one. Of course, he'd also like several billions of dollars to take away when he's forced to leave. So the question becomes, how do you find that balance? 6 areas that are of worry in Syria. The political process, what happens? Do you have a kind of an Arab Spring, like our colleague talked about, and then the result is that you have less democratization? Human problems, you saw the photos, it's horrendous. And I know, because I'm formerly German, how many Syrians have already come to Germany and to other countries. And we're not talking about 100, we're talking about thousands, tens of thousands, and not the poor classes, doctors, lawyers, teachers, and so on. Infrastructure, water supply, energy grids, roads have made Syria move from basically being a first world country to being a fifth world country. Who's going to pay for that? Probably the United States, whether that's right or wrong, with some support of the European Union. You have 2 minutes left, Mark. Thank you. Then sustainability. How do you sustain Syria afterwards? I don't have an answer to that question yet. How do you balance human rights and security? That is the photos we saw with women and children leaving, who are normally, unfortunately, the greatest casualties of conflicts, and balance that with the security interests of the region and even the United States, if I may speak as a U.S. representative. And then the future. Does that actually stabilize Syria? And I'm not sure. Thank you, Suad. Well, thank you very much. Once more, please, I want to encourage you to also interact. We have half an hour left, unfortunately, only. But I know that Mrs. Cassis wanted to answer some of the statements. Please go ahead. Thank you. Nous pourrons bien sûr rester des heures et des heures en analysant ce qui se passe actuellement en Syrie et pourquoi la révolte est devenue après, s'est transformée en guerre civile. D'abord, c'était une révolte pacifique, nous sommes bien d'accord. Après, s'est transformé, ou plutôt, il y a eu la militarisation de cette révolte, que pour moi, c'était vraiment une erreur majeure. Et puis après, nous avons eu une guerre civile. Oui, certainement que le régime a bien instrumentalisé les minorités, certainement que le régime profite de cette guerre civile pour rester, oui, nous sommes d'accord.
Et nous pourrons rester des heures et des heures en discutant, mais pendant, il faut se rappeler qu'il y a des victimes qui meurent en Syrie pendant. Il faut être concret. C'est quoi l'alternative? C'est ça la seule question que j'aimerais bien savoir. Et j'aimerais bien aussi que ceux qui sont contre le processus politique, qu'ils nous disent exactement c'est quoi l'alternative? C'est quoi? L'armement? Nous sommes bien d'accord, et aucun pays, de toute façon, dans ce monde, croit que la révolte va vraiment gagner militairement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'ASL, qui s'appelle l'Armée syrienne libre, n'est pas vraiment une armée structurée, et ça fait 1 an et demi qu'on le dit, que ce n'est pas vraiment une armée structurée. Il y a des brigades aujourd'hui, des brigades qui sont plus radicales que les autres. Nous avons les djihadistes qui sont sur le terrain, des étrangers aussi qui sont infiltrés en Syrie pour combattre, pour faire leur propre combat, le djihad. Et la zone où, on va dire, les milices, ou plutôt la milice qui est le plus organisée, ce sont les Kurdes, le PYD. Le PYD aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a eu une annonce, ils ont annoncé que la région kurde aujourd'hui est, de toute façon, administration autonome. Ce qui veut dire qu'ils sont des vrais joueurs, ce sont eux les acteurs plutôt sur le terrain. Les autres brigades, il n'y a pas vraiment de coordination entre ces brigades-là. Et chaque brigade, de toute façon, a son propre agenda, a un autre aussi son propre financement. Il ne faut pas aussi négliger le financement qui vient de l'Arabie saoudite aujourd'hui et de Qatar. Bandar, le prince Bandar Ben Sultan, qui finance pas mal d'islamistes. Nous avons aussi, de notre côté, les Alaouites, qui sont qui ne soutiennent pas forcément Bachar al-Assad, mais ils ont une puissance sur le terrain. Alors, ils sont armés, ils ont des combattants. Alors, quoi faire? Sans oublier, bien sûr, l'armée régulière. Alors, quoi faire? Il faut tout simplement avancer vers ce processus et entamer des négociations pour savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi la Syrie de demain? C'est ça la bonne question, c'est savoir c'est quoi la Syrie de demain. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne, aucune force d'opposition qui a dessiné, qui a une feuille de route pour la Syrie de demain. Je vais faire vraiment très court là. Juste pour la Russie. La Russie, oui, c'est vrai, elle a soutenu le régime. Mais la Russie, il faut que je vous dise que la Russie aujourd'hui est ouverte à la coalition. Ils ont même invité la coalition pour aller à Moscou. C'est la coalition qui ont refusé. Mais ils ont fait aussi une autre proposition. Il y a 2 jours, ils ont vu une délégation de la coalition à Istanbul, présidée par Farouk Tayfur, et ils ont lancé encore une autre invitation à Moscou pour négocier et pour avancer vers Genève 2. Randa, thank you very much. I know it's for you, it's a very emotional theme because you're Syrian, you have family there. I understand that, and this is why we give you 2 extra minutes. But you mentioned so many things. We have, unfortunately, nobody from Saudi Arabia here who could answer some of what you said. But as a matter of fact, you have also other actors in the so-called Arab Spring, and especially when it comes to Syria, like Qatar and Turkey. Unfortunately, we don't have anybody from these countries here too. But Professor Abidi, I saw you interacting. I think you wanted to answer some of that, and then I want to encourage the floor. If there are any questions, please raise your hand, and then I can. Okay, but please, Professor Abidi first, and then. Merci. Randa a raison. Il faut être pragmatique. Être pragmatique. Qu'est-ce qui est plus cher pour vous quand vous êtes parent? Quand vous êtes à la tête d'un État, est-ce que c'est l'avenir de votre pays, sauvegarder ses infrastructures, ou votre avenir personnel et l'avenir de votre famille? Dans Genève 1, ou même avant, souvenez-vous, les plans de la Ligue arabe malheureusement avortés, souvenez-vous les envoyés de la Ligue arabe, etc. Il y avait un plan, c'est une transition politique dont sont exclus ceux et celles qui gêneraient la transition. On n'a pas nommé Assad. Et le président a refusé de partir. Ce n'est pas un départ
pour la personne de l'Assad, mais pour dire, à un moment donné, il faut réfléchir pour dire, est-ce que c'est l'avenir de mon pays qui vaut le plus cher ou c'est mon avenir à moi? Donc l'alternative Charanda, elle existe, elle est là. C'est de dire, oui, dans 6 mois, de 5 mois, je partirai avec, bien sûr, ce qu'on appelle, d'ailleurs, les Américains ont utilisé le mot, une sortie sécurisée. Donc c'est ça. Quand on parle de l'opposition, quand on parle de djihadisation, du groupuscule, etc., quand vous êtes bombardé quotidiennement, sillonné tous les jours, et quand vous ne recevrez pas de l'aide, les Américains vous promettent quelque chose, et le lendemain, ils ne le font pas. Et les Européens, moi-même, je deviendrai djihadiste. Oui, moi, pour défendre mon quartier, défendre ma famille, je suis prêt à aller prendre les armes où elles se trouvent, prendre l'argent où il se trouve pour défendre, parce que c'est devenu une histoire de vie ou de mort, hayat ou maut. Donc, il y a une chose importante, moi je fais confiance aux Syriens, parce que le jour où ils commenceront sa transition, c'est eux-mêmes qui vont la faire, c'est eux-mêmes qui vont la dessiner, ni avec les Saoudiens, ni avec les Qataris. Mais d'abord, qu'ils retrouvent cette liberté-là, la liberté de mouvement. Comment veut-on dire que l'opposition, elle est, c'est vrai, divisée? Il y a 1200, les statistiques des Nations Unies, il y a 1200 groupes djihadistes. C'est un pays où l'opposition a été interdite. C'est un pays où pour soutenir le président et le régime, il faut une autorisation. Comment voulez-vous, au bout de 24 mois, on parle d'une opposition à la suédoise? Mais il est impossible. Donc c'est pourquoi un des avantages de cet avantage de cette transition, c'est que probablement on va assister à la naissance, la véritable naissance d'une véritable opposition. Et Randa, vous en faites partie de cette opposition qui, grâce justement à ce Parlement, elle existe. Sorry. I would like to invite just each of the other 3 panelists to make a short statement, 1 minute, because I could see that you wanted to react, and then I would like to open the floor for questions. Thank you very much. Oui, et malheureusement, aujourd'hui on voit comme la plus probable, disons, à la fois une espèce de iraquisation et de libanisation de la Syrie. Dans le sens qu'il y a la zone des Kurdes qui devient plus ou moins à son aise, à sa guise, avec son armement, avec son autonomie, etc. Il y a la zone à la côte nord de la Syrie des Alaouites qui est avec les quartiers centraux de la capitale qui sont sous contrôle alaouite, soutenus à son tour par l'Iran et les autres groupes chiites. Il y a les autres groupes sunnites, laïcs, confrontés à d'autres groupes djihadistes. Donc il y a ce danger d'abord de cette iraquisation dans le sens de la communautarisation des confrontations entre religions, et il y a ce morcellement du territoire sous différents contrôles comme au Liban. Le fait crucial, c'est que cela est soutenu et maintenu par des soutiens de l'extérieur qui jouent dans ce sens. C'est ça ce qui est crucial et qui est affreux. Il faut que ces puissances extérieures, régionales ou globales, jouent dans le sens de la modération et donc financent par les billets qui sont communs. L'armée libre syrienne, la conférence nationale syrienne, et pas financer chaque groupe. Alors c'est surtout la responsabilité de ce proviseur de fonds internationaux, surtout du Golfe, que de soutenir les modérés et pas les extrémistes. I'm really sorry that I have to cut you all short, but we have only half an hour left and I have many questions here. So please, each of you, 1 more minute. Really short. Thank you. Un mot pour regretter que Burhan n'ait pas pris son avion à Doha. Parce que de temps en temps, moi, je me sens en situation de parler à la place des Syriens. Or, je sais que dans l'opposition syrienne que je côtoie, il y a des milliers de gens qui sont tout aussi syriens que vous, cher Randa, pour qui j'ai le plus profond respect et qui diraient néanmoins le contraire de ce que vous avez dit. Donc ça, il faut le faire savoir. Vous n'avez pas le monopole de la légitimité nationale dans les positions que vous exprimez. La confessionnalisation sectaire, dans tout ce qu'elle a de détestable, n'est pas l'apanage de l'opposition. Il y a aujourd'hui plus de djihadistes qui combattent dans les rangs du régime que dans l'opposition. D'accord ? La mobilisation sectaire de chiites irakiens, d'alaouites turcs,
de chiites libanais se fait de façon beaucoup plus organisée et beaucoup plus efficace que celle des troupes mobilisées sur des bases parfois critiquables, pas tout le temps, pas obligatoirement que des jeunes gens aient envie d'aller défendre ceux qui se font assassiner, ce n'est pas totalement et complètement inacceptable. Le processus politique, il n'y a personne. Comment oseriez-vous penser que quelqu'un est contre le processus politique? Mais il faut savoir ce qu'on entend par processus politique. Si vous êtes si marginal dans l'opposition syrienne actuellement, c'est que vous avez proposé le dialogue politique, comme l'a dit Hasni, en des termes qui étaient ceux du pouvoir, c'est-à-dire à un moment avec des présupposés qui convainquaient tous les participants potentiels qu'ils n'avaient absolument rien à gagner au débat politique. C'est pour cela qu'une grande partie de l'opposition estime qu'aller à Genève sans avoir l'assentiment de ceux qui créent le rapport de force militaire sur le terrain, c'est quelque chose qui ne fera pas avancer malheureusement la solution. Mark, did you want to say something like for 1 minute, react on what was said here on the panel? Sorry, I forgot the microphone. Did you want to react for 1 minute? I mean, I do have a lot of comments because I agree with some, but I'd rather hear questions from young people and have them ask us some things. Okay, Randa, allow me to take some questions, and then I know a lot of what was said was actually based on what you said, but maybe we can have first some questions, and please, the lady here, can you make it quick so others can also ask, please? And introduce yourself. I think they know me by now. Mona Makram Abeid, I was there, the star this morning, was given the prize. I want to say that what Randa was saying, je préfère parler en français. Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Randa a dit, c'est-à-dire un processus politique aujourd'hui et non pas un processus armé. Deuxièmement, je veux demander, est-ce qu'aujourd'hui, la rentrée en force de la Russie, qui, grâce à la Syrie, est rentrée en force dans le Moyen-Orient, est-ce qu'elle aiderait aujourd'hui au processus politique? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait plusieurs groupes de plusieurs interlocuteurs au lieu qu'il n'y ait qu'une seule, un seul interlocuteur, c'est-à-dire la coalition nationale? Donc, ma question est pour Randa et pour François. Did you quickly want to answer that, Randa and François? Quickly, please. Oui, juste une chose. J'aimerais bien répondre à Monsieur François. Je ne prétends pas je ne parle pas au nom de tout le peuple syrien, ça c'est d'abord. Je suis ici présidente de mouvement, je parle au nom de mon mouvement et je parle aussi au nom de certaines minorités qui sont en Syrie. Je collabore avec PYD et c'est pas la peine, je ne veux pas me justifier, mais voilà, juste pour préciser cette chose-là. The question. Voilà, c'était, pardon, pour juste... oui. Oui, tout à fait. Moi, je crois que la grave erreur, en fait, et c'était de la France, de la part de la France, à vrai dire, qu'elle a reconnu la coalition nationale syrienne comme un seul interlocuteur. Pourquoi? Parce que d'abord, elle ne représente pas toutes les forces d'opposition qui sont à l'intérieur ou à l'étranger de la Syrie. Deuxièmement, elle est loin de représenter tout le peuple syrien. Il faut savoir que le peuple syrien, quand même, est composé de plusieurs composantes. Il y a 35% des minorités ethniques et religieuses ou confessionnelles et le reste, il y a bien sûr des sunnites. Il y a une partie des sunnites aussi qui soutiennent le régime. Il faut le dire, ce régime, il a un peu de soutien. Nous sommes tous d'accord pour le départ de Bachar al-Assad à la fin de son mandat. Ça, je ne crois, il n'y a aucun opposant qui veut le maintien ou qui veut vraiment que Bachar al-Assad présidera ou se présentera sera candidat aux prochaines élections. Mais il faut être raisonnable. Je crois que c'est une responsabilité aujourd'hui. Et ceux qui travaillent sur ce dossier-là,
il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et agir. Je crois que ceux qui sont contre ce processus politique, ce sont quand même, ils sont co-responsables avec le régime. Oui. Alors, la Russie, je crois que la Russie, aujourd'hui, ne veut vraiment une alternative. Ce qu'elle attend aujourd'hui de tous les pays occidentaux, et même de l'opposition syrienne, qui ne peut même pas accepter que la coalition sera vraiment l'alternative de Bachar al-Assad, elle veut pas mal de forces d'opposition, comme le CNCD, comme le PYD, elle parle avec le PYD, elle parle avec des vrais acteurs qui sont sur le terrain. La Russie est pour une solution quand même qui peut contenir beaucoup de forces. Elle ne veut pas écarter la coalition. Randa, I'm sorry, we have to cut it short. Okay. Please, you made your point. I would like to ask you, please, to quickly ask your questions, and I will take 3 or 4 questions and then take them back to the panel. I think it's the best. Please, the gentleman here, and then... Jawad Kardouti, Institut marocain des relations internationales. D'abord, je regrette que l'Occident a trop tardé pour intervenir. Alors qu'en Libye, il y a une intervention rapide qui a fait chuter le régime. Malheureusement, avec les tergiversations de l'Occident, aussi bien des États-Unis, qui ont une responsabilité très importante dans cette affaire, que de l'Europe, on en est arrivé là. Maintenant, je termine. Maintenant, je suis d'accord avec Mme Cassis. Il n'y a pas de solution militaire. Donc, il ne peut y avoir qu'une solution politique. Elle a dit, quelle alternative? Moi, je propose la chose suivante. C'est qu'il y ait un gouvernement de transition. Avec le départ de Assad, Assad ne peut plus rester après le sang qu'il a sur la main. Et un gouvernement de transition avec des éléments du régime et également des éléments de l'opposition. C'est la seule solution et je demande au panel s'il est d'accord sur cette proposition. Merci. C'est ce que tout le monde demande, parce que c'est notre souhait le plus cher. No, excuse me, Professor. We'll just take some other questions. That's the first question. Do you agree? But I see the young gentleman there, and then I'll get to you one by one. Thank you. Yeah, I saw you. Don't worry. One after the other. Thank you. My name is Adam. I am a student at the preparatory classes of Tangier. My question to the panel is, well, in an environment, in a global environment where Syria cannot actually know which countries to trust and which to not, and when we're talking about Geneva and the hesitation of each country to actually contribute in a solution, what do you see is a solution if we cannot actually count upon a political solution or a military solution? What is the solution each one of you can actually give? And I am asking the American gentleman, could you actually explain to me how you actually see that a genocide is? I mean, you said that Americans do not actually see that a genocide is a genocide until there is a use of chemical weapons or there is a certain number of deaths. I mean, we've seen, we the Arabs have seen that many people have died, chemical weapons or not. So how do you actually evaluate that? How do you see that Americans should intervene or should not, knowing that in the actual knowledge that the NSA existed many years before now, don't you think that the Americans already knew and that they should have actually intervened? Thank you very much for your question. I see one lady there and then this gentleman, and we get back to the panel, please. Je m'appelle Ibel Alami, je suis étudiante de HEM Tanger. Pour ma question, il porterait sur un thème qui ces derniers temps fait écouler beaucoup d'encre, c'est celui du djihad sexuel. Il s'agit de jeunes filles qui, ayant subi peut-être un lavage de cerveau, s'acheminent vers la Syrie pour s'offrir à plusieurs djihadistes. Donc selon vous, est-ce que ce fléau existe-t-il vraiment, ou bien se peut-il qu'il ne s'agisse que d'un élément de propagande qui a pris une ampleur trempante, surtout parce que le Da'iya ou bien le Cheikh Mohamed Al-Arifi, auquel on a fait référence en parlant de cette fatwa, avait affirmé que son compte Twitter sur lequel était affiché a été piraté à plusieurs reprises. Donc, quel est votre avis?
Thank you very much for the question. And now the gentleman there, please introduce yourself and quickly ask your question. Bonjour. Je voudrais exprimer une certaine frustration à entendre souvent des analyses sur la question syrienne, parce que généralement on la voit de façon microscopique. Can you ask your question, please, because we have so many other questions. S'il vous plaît. Non, mais moi j'ai pas de question, j'ai une I'm contribution. sorry, but we cannot let Je everybody voudrais évoquer frustration. une autre solution possible pour la question syrienne que celles qui sont souvent proposées. On peut proposer la solution de soutenir le régime syrien pour se débarrasser des méchants et des terroristes et des gens qui perturbent le pays, pour retrouver la paix, la sécurité. Après, on pourrait négocier avec ce régime qui serait déjà affaibli, qui pourrait faire des concessions. Parce qu'on ne peut pas comprendre la question syrienne de façon microscopique. Il faut la voir de façon macroscopique. C'est un conflit international. Ce n'est pas un conflit entre le peuple syrien. Hein? Il y a quelqu'un qui a écrit, un célèbre écrivain français qui a écrit à propos du 11 septembre un livre qui s'appelle L'effroyable imposture. I have to thank you. You made your point. Juste une phrase. Juste une phrase et je termine. L'effroyable imposture à propos du 11 septembre. Et on peut dire qu'à propos de ce qu'on dit sur la Syrie et sur le printemps arabe, il s'agit d'une effroyable imposture qu'il faudrait corriger par les intellectuels et les gens qui sont censés analyser les choses. Et je vous remercie. Thank you very much. I give all this question and your comment back to the panel, actually. First of all, the proposal of this gentleman, who would like to quickly answer that, please? C'est ce que tout le monde propose, avoir un gouvernement où tout soit présent. La chose est comment le faire, quels sont les moyens pour y parvenir. Alors je pense que ce qui a changé, c'est qu'avec la mondialisation, il y a en général pas tellement de guerres par procuration commandées par les superpuissances, mais par des puissances régionales dans ce cas-là. Et les gens qui sont en train, supposément, d'aider le peuple syrien, sont en train de jeter plus de gasoline au feu. Les Iraniens qui financent un côté, les gens de l'autre côté du Golfe qui financent les autres. Et tant qu'ils ne cessent pas de faire cela et qu'ils commencent à agir d'une manière constructive et à financer, à soutenir pas les extrémistes, mais les gens qui veulent faire ce que vous dites, il n'y aura pas de solution. Et nous entrerons dans ce chemin où nous sommes bien entrés déjà, malheureusement, aux frais de la souffrance du peuple syrien, de la décomposition du pays, la sectarisation, la confrontation et la guerre qui continue et le nombre de morts qui continue à monter de chaque jour. Mais c'est là les gens qui alimentent la confrontation qui en sont les coupables. Pas besoin d'aller à l'autre côté de l'Atlantique ou en Europe. C'est les gens à un côté et à l'autre du Golfe qui alimentent la confrontation. Seulement pour agir sur eux, peut-être, c'est vrai que les superpuissances pourraient conditionner, maintenant qu'il y a des négociations avec l'Iran, de la côté américain ou l'Europe, les forcer, si on peut, à agir autrement, je ne sais pas si on peut, et les gens, la Russie et les autres, la Chine qui soutient le régime, les forcer à avoir une autre État, au moins pas tellement le régime, mais la communauté ou les gens, disons, de l'entourage alawite et de la tradition nationale syrienne. Questions that were asked. Thank you very much. Mark, you were actually, there was the question from the young student who asked you, when do you call a genocide genocide? Well, I don't recall saying that I'd like to hear my tape. What I think I said was that genocide wasn't taking place 4 years ago. At least that's what I meant to say. And at that time, I think you could have negotiated, and you could have handled this differently. And I do happen to agree for the first time with this gentleman in the first row who always annoys me, but this time I actually agree that the U.S. waited too long to go in. Look, I think, unfortunately, Reza, a solution to Syria has to include Assad, and I'm sorry, I do disagree with you that there isn't nobody in Syria that supports him. I think there are larger groups than we hear publicly. I'm not saying that I agree with that, but I think factually it's more complicated. And whether the U.S.
contributes or not, I'm happy to have other countries, the U.S. government is too, to take the initiative, but I think we should want to contribute, and I don't mean to manipulate, which is the implication, but to help build up water supplies, to help build up hospitals, to help build up schools again, and to build up the infrastructure of the country. So this is basically you're taking on what the gentleman Yes, said. yes, I was trying to address basically- several questions at the same time. To basically supporting Assad and then maybe fight against the bad guys, as he called it. I actually passed this question also on to our other Well, I need to panelists. refine because what I'm saying is I think that you can't just topple a government and then overnight put these things in place. Otherwise, you have chaos like in Iraq and in other places. So no solution without Assad possible. That's what you. In my personal opinion, yes. And our other panelists, would you like to take on some of these questions and what was raised there? D'abord sur la question de Jihad al-Nikah, on n'a pas le temps, mais je vous renvoie à une enquête publiée dans Le Monde qui montre pièce par pièce que cette opération a été montée aussi pour des raisons de propagande. Et même le ministre tunisien qui a dit qu'il y avait des candidates, 50 candidates, est revenu sur cette déclaration. Donc cette opération n'a jamais existé. Le djihad sexuel, des oulémas ont dit qu'il n'a ni base légale, ni base religieuse dans la religion, et il n'a jamais existé réellement. Mais c'était une opération d'ailleurs de relations publiques qui a superbement bien marché. Donc prenez garde un petit peu de ce genre d'informations. Deuxième élément, je voulais dire, Reda Darham, elle le dit très bien dans un journal, la Russie c'est très important. Dans une confession à un diplomate arabe qui recevait Poutine, il lui dit en arabe يعني لن أشكر بما فيه الكفاية هذا الولد الذي أتى بالعالم كله إلى مكتبي. Je ne remercierai jamais ce petit garçon, en parlant de Bachar, qui m'a fait venir le monde entier dans mon bureau. Ce qui a rendu complexe la crise syrienne, c'est les interventions régionales et internationales. Je suis tout à fait d'accord. Qui a commencé par une révolution, vous l'avez dit Randa, pacifique, et qui a été réprimée dans le sang. Et quand une balle qui part en direction du peuple, c'est fini, on a d'autres antécédents. Et je terminerai pour dire une chose qui est, à mon avis, très importante. Pourquoi tout le temps, difficile de dire qui sont les méchants et qui sont les gentils. Nous n'avons pas de quelque chose pour dire voilà les méchants et voilà les gentils. Pourquoi toujours ne pas faire confiance au peuple? Est-ce que ce matin a été dit, on a parlé de cette imposture, que même si Thierry Messon ne fait pas partie de mes références, est-ce que les problèmes économiques et politiques conjoncturels du monde arabe depuis les années 60 et les années 70 ne sont pas suffisants pour déclencher ces soulèvements, qu'il fallait attendre un complot ou d'autres réseaux pour le faire manipuler? C'est exactement comme les événements de 11 septembre, un journaliste justement qui croit, comme vous, cher monsieur, comme Thierry Messon, il a dit c'est pas possible, le 11 septembre, c'est pas si kamikaze parce que c'est super bien organisé pour être fait par les Arabes. Le monde arabe est capable, il est arrivé à une impasse. Donc on cesse de dire que le soulèvement est un soulèvement imposé. Il s'agit à un moment donné historique. Let's stick où to le monde Syria, arabe please, a pris sa Professor, dimension. and then- Donc c'est très important. Il y a des raisons qui rentrent. Je terminerai par un élément pour dire personne n'est contre un processus politique. Personne n'est contre une transition politique douce. Mais il faut la maîtriser, la négociation, dans un pays qui n'a jamais fonctionné par la négociation. Je m'excuse, je So reviens who au can Maroc. handle it? Au Maroc, Who il can y a handle il y a une transition, il y a une tradition de compromis. Là-bas, il n'y en a pas. Si tu es contre moi, je te bute. Et donc, ça, c'est un problème. Il faut du temps pour arriver à cette solution. Donc, on ne peut pas demander à l'opposition du jour au lendemain, ni au régime syrien. Il faut une solution politique. La solution, le départ de symbole de ces 3 ans de dictature et de bain de sang. You made your Merci. point. François, quickly, if you want to take on some of these questions asked. L'essentiel a été dit par mon voisin. Pour être très pragmatique, chercher où est-ce qu'il y a des gisements d'espoir, je pense on devrait quand même regarder autour de la transition iranienne et de la réintégration possible, si la France cesse de mettre des grains de sable dans le mécanisme, de la réintégration possible de l'Iran sur la scène régionale. Il est concevable que la diplomatie iranienne, si elle se sent moins agressée, quel est le problème de l'Iran? Il a peur de l'encerclement de régimes sunnites radicaux. S'il se sent moins automatiquement stigmatisé par l'environnement occidental, il n'est pas impensable qu'il adopte une solution plus raisonnable dans la crise syrienne. Où elle est la solution raisonnable?
qui fait que le dialogue politique qui est présenté dans les termes du régime ou d'une infime fraction de l'opposition n'est pas crédible, c'est que justement l'étape symbolique essentielle qui est le départ de Bachar el-Assad n'est pas acceptée. Alors on voit bien que c'est pas sérieux. On veut convier l'opposition à Canossa, pas à un processus politique, et tant que ça se fait en ces termes, eh bien évidemment ça n'est pas acceptable. Moi je voudrais redire mon expérience d'étranger ayant vécu en Syrie. M'étant trouvé, je ne sais pas moi, à Hama, où les gens me brandissaient leur téléphone pour me montrer les atrocités qu'ils avaient vécues. Je me souviens de celui qui me disait, tu sais, on avait acheté des roses, c'est cher une rose. Et on brandissait nos roses comme ça, et les tirs ont commencé. Il faut redire sur la militarisation, hein, le régime n'a pas commencé à se protéger d'égorgeurs de policiers. Le régime, pendant 5, 6, 7, 8 mois, a tiré à l'arme automatique sur des manifestants désarmés. Alors, la militarisation, après, on peut la regretter, mais il faut quand même rappeler dans quelles conditions elle s'est opérée. Donc, moi, je voudrais dire que je fais confiance à la société syrienne. J'ai l'intime conviction que si un processus politique intérieur était possible en Syrie, il ne donnerait pas une majorité à cette frange sectaire qu'on nous brandit, hein, et qui va assassiner les minorités. Et si je devais terminer par une formule un peu brutale, je dirais que les minorités, c'est important. Mais de temps en temps, peut-être un jour, faudrait-il que l'environnement occidental accepte de se soucier du statut de la majorité. Before I let Rhonda answer that, let me just tell you, I also have been to Syria, and I spent quite a lot of time in Lebanon and these refugee camps. What I can tell you is I have seen videos of atrocities done by both sides, and I have seen a lot. I mean, I was in Iraq, in all the other conflict regions, and I've never seen that kind of atrocities ever committed by either side to the other side. That's just one personal statement that I would like to make. The other thing, Rhonda, that was mentioned is the solution has to come from inside, and we're talking about minorities, majorities. Actually, as somebody already said, we don't really know how much, who is for whom. We know that the majority of people, of Syrians living in Syria are Sunnis, but we don't actually have a poll who's supporting who here. So I would just like to create this awareness, because we are very often divide the Arab world by Sunni, Shia, majorities, minorities, and we don't really understand when we, for example, talk about Catholics or Protestants in Western countries, we would never say somebody shouldn't be president or ruler of a country just because he's from a certain religious group. I just want to create this awareness without basically stating that one should support one or the other side. But Rhonda, if you could quickly, I could see that you were a little bit enraged of some of what was said, and then I would like to encourage for more questions, please. Je vais essayer de faire vite. Oui, okay, on peut se soucier bien sûr de la majorité, mais le problème que sans les minorités, il n'y aura pas de solution. Alors c'est pour cette raison, nous parlons des minorités. Il faut que les minorités quand même agissent. Il faut qu'ils trouvent une solution pour eux, pour tout simplement passer ou fonder ou créer ce gouvernement de transition. Je l'ai dit, nous sommes tous d'accord pour le départ de Bachar el-Assad, mais tout simplement nous ne sommes pas d'accord par quels moyens et comment on va le faire partir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a d'atrocités des deux camps, et je suis complètement d'accord. Le problème aujourd'hui en Syrie, c'est qu'il n'y a pas une identité nationale. Cette identité n'existe pas. Il y a aujourd'hui une identité ethnique, religieuse, confessionnelle, mais pas du tout nationale. Pour créer cette identité, peut-être il faut penser à sécuriser les minorités pour passer à ce gouvernement de transition et créer ensemble toutes les composantes qui se trouvent en Syrie. On va ensemble travailler sur un projet politique de la Syrie de demain. Pour moi, ce sera un État fédéral, c'est ça le plus idéal pour la Syrie. Pour d'autres pas, mais il faut quand même se mettre à table. Merci. Thank you very much.
Mark, briefly, you wanted to raise something. I'm sorry, Suad, because I've committed myself to go to meet with some students and they've been waiting. I don't know what you're implying about 9/11, but I sort of reject the stupidity of conspiracy theories. I hope that's not what you're saying, and I needed to say that to you. Okay. And otherwise, I'm sorry I can't answer all these questions. They're very complex. And of course, as a former military man, it's very hard to answer them all. Of course, you know, I try to answer them as clearly as possible, but within that dynamic, this is the part of the question we're addressing, and you know it's going down all the way below the waterline. So I hope we play a positive role in the development of Syria, if that's what you want of us, and not a manipulative role. That's what I'll say. I'm sorry I have to go. Thank you. We have some more questions. Before you go, Mark, is there anyone who would like to raise a question for Mark Ellenbogen before he leaves? Please raise your hand. Okay, there's one specific question. I'm sorry, Mark. I know you're committed to students. This is a young man too, so please go ahead. So, Reda Yadi from Al Khawain University. My question was directed to you in particular because the moves that Egypt and Saudi Arabia are making to get closer to Russia, can we anticipate like a decline of 66 years of U.S. influence in the Middle East? And can it help withdrawal of influence and help maybe solve the conflict? Thank you very much. I think in general the U.S. is withdrawing from a lot of conflicts around the world. If you look at its history, World War I, World War II, even before Korea, Vietnam, the U.S. has been an uncomfortable global power. It likes to, it has more or less an isolationist way of looking at the world. So I think the answer to your question is the U.S. is receding from a lot of these conflicts because it's tired and it's focused on different areas. That would be my answer. Anyone else for Mark Ellenbogen before he leaves? That's the last chance. You want to comment on Mark? There's a Mark, just one more comment. Oh, no. Well, we've been mentioned, myself at least, and most of the others, on international interference in the Syrian process, which is the key, I think, to find the peace, not to fuel the conflict and the radicalization, but on the contrary, to feed the peace builders. But I wanted to mention the fact that Syria has been, not only for centuries, but for millennia, a land of peaceful coexistence and conviviality among different religions. This is why there are so important minorities, probably the most important, except for the case of Lebanon. The Christian minority is there, well, and in Egypt, of course, with its own church. And all these different groups, the tragedy is that all this world, so much mixed, differentiated, and living together, etc., is disappearing. But I think that the pride of its own history, of being the cultural center and historical heart of the Arab history, may help the Syrians to recognize that they have to recover the best of their traditions to build a life together, if the others let them do so. Thanks very much. I guess there's no, okay, Mark, if you have to leave, unfortunately, but thank you very much for participating. Yes, thanks, Mark. There were more questions. I saw some police here, these two gentlemen. Okay, see you. Bonjour à vous tous. Je me présente, Mouad Zaro, étudiant en master spécialisé en management international. Je pose ma question à Madame Randa Kassis. Depuis mars 2011, on a parlé d'une intervention militaire étrangère. Mais, à votre avis, ce qui s'est passé à Al-Ghouta de Damas n'est pas une raison suffisante pour cette intervention? Merci. Thanks. And there was, we'll take maybe 2 or 3 more questions and then we'll get back. There was the gentleman here, and then I saw you had a question too. Please. Merci Atem Chabani de la Banque africaine de développement, mais là c'est juste une opinion personnelle, donc je ne parle pas au nom de l'institution. Je voudrais avoir l'avis du panel sur la problématique de la pérennité d'une solution. Je pense que trouver une solution, bien sûr c'est important, mais aussi une solution pérenne. Et dans ce sens, moi, je me dis, est-ce que des fois, en intervenant dans le sens de réduire, bien sûr, tout le monde déteste et déplore les conséquences de ces conflits-là,
Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas nécessaire de tels conflits pour établir un équilibre stable, un équilibre de force qui soit stable? On a vu le cas de l'Irak où on essaie de manipuler... Can you cut yourself shorter because we have other Donc, questions? justement, c'est ça la question. Est-ce que laisser des fois les choses se passer, malgré toutes les conséquences déplorables, c'est peut-être nécessaire? On a vu ça en Europe dans la Deuxième Guerre mondiale, le nombre des victimes, mais qui était nécessaire pour avoir un équilibre stable, une conviction aussi, un re-engineering de la société européenne envers une paix pérenne. Voilà. Thank you very much. Then we had a question here, please, front. My name is Sobora. I'm from the Czech Republic, former foreign minister. I do support a political dialogue, but I am very skeptical. I am very skeptical that those who are to negotiate today, they do not trust each other. And in my view, the Dayton scenario is a solution. So this is the very strong engagement from outside. And that's why we need a Security Council. My question is, what are to do for the Russians and for China to be invited and to say yes to some solution? Because if there is not a permanent and very strong influence from outside, I am very skeptical that the political dialogue has no chance. Thank you very much. Back to the panel, maybe Rhonda first, and then we go one by one, because then we have to also close. Je vais commencer par répondre à la dernière question. Je crois que la Russie aujourd'hui, et ça je le dis parce que j'ai rencontré plusieurs responsables russes, et j'ai confiance qu'ils veulent vraiment une sortie à cette issue. La Russie, même, elle peut aller même plus loin. Elle peut, mais tout d'abord, pour elle, il y a des étapes. La première étape, c'est forcer tous les Syriens à se mettre à table pour discuter et pour entamer des négociations. Et après, ce qu'elle cherche aussi, une résolution du Conseil de sécurité. Après les négociations, ils sont prêts aujourd'hui à faire cela. Mais le problème, ils savent très bien comment le régime il est. Si on va mettre des conditions préalables, le régime ne viendra pas à Genève. Alors, pas de conditions préalables, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conditions après. Mais il faut tout simplement forcer tous les Syriens à se parler. C'est ça ce que nous devons vraiment faire. Après, le régime, il ne faut pas oublier aussi une chose, que le régime est en train de gagner aujourd'hui sur le terrain. Ce que pour l'autre question, l'équilibre des forces, il n'y aura pas d'équilibre des forces malheureusement. Il n'y aura qu'un équilibre de la terreur. Les Syriens aujourd'hui, les civils, ceux qui veulent en Syrie, à l'intérieur de la Syrie, je ne parle même pas des opposants qui sont à l'étranger. Moi, ce qui m'inquiète de toute façon et ce que je veux entendre et écouter ces civils qui sont à l'intérieur. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent tout simplement que ça finisse. Ils veulent revenir à leur vie quotidienne. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus vivre dans des conditions pareilles. C'est ça ce qu'ils veulent. Et pour cette raison, alors il n'y aura pas de toute façon un équilibre. Aujourd'hui, Damas est touché, Alep est touché, toutes les villes syriennes sont touchées. Il n'y a pas vraiment une zone qui est sécurisée. Alors, où ils vont partir, les Syriens? On est en phase de crise humanitaire. 6 millions de déplacés en Syrie, 2 millions de réfugiés. Si on va encore armer l'autre côté, ça veut dire nous aurons encore 5 millions à l'étranger et 10 millions déplacés en Syrie. C'est ça ce qu'il faut voir. On est en phase d'une crise humanitaire. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment forcer tous les Syriens et pousser la Russie pour prendre aussi sa responsabilité. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. J'étais pour l'intervention militaire en 2011, mais la situation a changé et pour cette raison, je ne suis plus pour cette intervention-là. Merci. Thank you very much. Oui, pour répondre, monsieur,
Il y a eu tellement de morts, tellement d'atrocités qu'il est impossible qu'une négociation, une conversation même normale s'entame. Très difficile. Dont la diplomatie et le jeu international a beaucoup à faire. Mais j'insiste sur le fait des trois niveaux. La tâche des superpuissances aujourd'hui est surtout d'essayer de conditionner les puissances régionales qui alimentent les extrémismes et la confrontation, pour qu'eux, à son tour, contrôlent ces protégés qui s'entretuent sur le terrain. Hein. Et s'il n'y a pas cela, ça ne pourra pas se résoudre. Alors non, je pense que malheureusement, on est en train d'aller vers le pire, mais le seul espoir serait qu'on n'alimente plus le feu. Mais les gens qui le font n'ont pas mine de cesser de le faire. Thanks very much. François, did you... Il y a une question qui a été posée intéressante sur l'Irak. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été dit trop tard et très peu. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en Irak a fait réfléchir beaucoup de parlements, soit français ou britanniques, et même le Congrès américain. Et je me souviens de la une du journal The Guardian, qui est très intéressante, qui disait « Le Parlement a voté contre la guerre, pas en Syrie, mais en Irak », c'est-à-dire pour punir un petit peu les mensonges de Tony Blair. Donc je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est dans une situation presque, c'est vrai que bloquée. Stephen Hadley, l'ancien conseiller des affaires de sécurité de George Bush, disait quelque chose d'intéressant. Il a dit « Attention, parfois nous exagérons un petit peu du rôle de la Russie », ce qu'elle cherche d'ailleurs, et qu'il faut probablement chercher le rôle, probablement de l'Iran et d'autres puissances plus régionales. Les mesures de confiance sont rompues entre les deux parties donc du conflit, à la fois l'opposition, ce qu'elle représente, mais le régime syrien. Comment rétablir cette confiance-là pour arriver à un accord qui sauve l'honneur du président, du régime syrien, mais aussi un accord dont l'opposition syrienne serait d'accord. Évidemment, tout dépendra des concessions que le régime syrien était capable de le faire. Nous avons tous parlé, tout le monde a parlé, l'opposition a été pour que le vice-président du président syrien, Farouk al-Shara, soit donc l'homme qui négociera et l'opposition acceptera. Malheureusement, le régime n'a pas accepté. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tractations, je suis d'accord avec ce qui a été dit, entre les Russes et l'opposition, mais je dirais que il n'est pas, en tout cas aujourd'hui, il n'est pas dans l'intérêt ni des Russes, ni des Américains à forcer la main au régime syrien, ni à l'opposition syrienne, tout simplement comme parce que la situation n'est pas encore propice à une solution politique. Et je crains fort que le statu quo, que les souffrances humaines vont encore se prolonger au-delà probablement de 6 mois, c'est-à-dire donner encore un répit au régime, mais aussi probablement rallonger encore les souffrances, parce que Randall a raison, il n'y a pas aujourd'hui d'équilibre de force, et il est plutôt en faveur du régime. Et on va à Genève négocier sur quoi? Tout a été gagné par le régime. Négocier, qu'est-ce qui reste pour l'opposition pour négocier? Donc, à mon avis, seule une solution du brave aura probablement le dernier mot, mais est-ce que le régime est capable, qui nous a habitués à des mensonges, qui nous a habitués à beaucoup de choses, juste pour gagner du temps? Et la preuve, c'est personnel. Je vous dis un seul mot et je conclus. Dans la loi militaire syrienne, et je l'ai lu, quand un Syrien donne son arme à l'ennemi, il est passible de peine de mort. Ce régime, pour survivre, a donné l'argent du peuple syrien. Quoi qu'on dise avec l'armement chimique, mais c'est quand même la propriété du peuple syrien. C'était une arme de dissuasion face à Israël. Il l'a donnée parce que c'était aussi pour gagner du temps, bien sûr, avec les Russes qui ont manœuvré. Donc, comment peut-on faire confiance à un régime qui est prêt à tout pour rester, pour demeurer? Toute la question reste là et personne n'a une solution, même l'Akhbar Ibrahimi, à rétablir la confiance entre ces deux parties. Je crois qu'une des deux parties doit disparaître ou laisser la place à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Thank you very much, Professor Abidi. We are unfortunately reached the end of the session. I would like to give Randa the last word here by just asking you one last question, because you're the only one here who's Syrian, and of course it's for you a different kind of discussion than for any of us. If Geneva II, maybe in 2 sentences, if Geneva II does not succeed, or what do you see? How do you see the situation in Syria happening? What is going to happen in Syria for the next time? Malheureusement,
ce ne sera pas un bon signe, parce que ce qui veut dire que la guerre, on va prolonger encore cette guerre civile, il y aura encore des morts, des victimes, de destruction. Le régime peut tenir 5, 6 ans, 7 ans, malheureusement. Alors, franchement, moi, ce que je veux, nous devons, si nous parlons de droit ou de la moralité, eh ben, nous devons vraiment travailler pour faire réussir Genève 2. Il n'y a que cette sortie-là, pour sortir de cette impasse, de ce tunnel. Nous n'avons que le processus politique, malheureusement. Thank you very much. Thank you all for participating in the discussion. I know it was a difficult task to discuss Syria or to find solutions in 1 hour and 15 minutes. And thank you for participating. So I guess it's time for lunch. Merci.